Gollum a humilié les studios d'effets spéciaux. On le découvre pour la première fois en 2001 et c'est direct une claque. Parce qu'en comparaison, la même année, on a eu le retour de la momie. Ouais, c'est pas le même niveau, hein. Et Peter Jackson, il enfonce le clou encore un an plus tard avec les deux tours. Parce que pour la première fois, un personnage 3D en image de synthèse est tellement bien fait qu'on en oublie les effets spéciaux. On a juste l'impression d'avoir affaire à un personnage comme les autres qui sont joués par des acteurs. Une masterclass et c'était il y a 25 ans. Donc tout le monde devrait savoir faire mieux depuis, non ? Eh bien non, et c'est ça qui m'intrigue. Vu que je suis moi-même VFX artiste et formateur 3D, j'ai eu envie de comprendre comment Gollum a été réalisé et pourquoi tous les studios ne parviennent pas à le reproduire malgré les millions investis. Donc je viens d'analyser toutes les scènes et les making-of du Seigneur des Anneaux, et j'ai même fouillé dans les vieux films de Peter Jackson pour comprendre. Et je pense que j'ai découvert la recette mise au point par l'équipe du réal pour créer des personnages imaginaires qui fonctionnent vraiment. Et oui, j'ai essayé aussi de le faire moi-même. Le premier Gollum, c'est lui. Le Grim Reaper. Et pour comprendre ce qu'il vient faire là, il faut remonter en 1993. À cette époque, Peter Jackson adore les effets spéciaux, donc plutôt que de faire appel à des experts extérieurs, il crée carrément son propre studio d'effets spéciaux numériques, Weta Digital. Et les artistes de Weta créent un premier film pour Jackson appelé Heavenly Creatures, qui raconte l'histoire vraie de deux filles innocentes qui massacrent à coups de briques la tête de leur mère. Charmant. Bref, ce projet est un premier test et les résultats pour les standards d'aujourd'hui sont, disons, un peu douteux. Mais pour l'époque, c'était ultra novateur. Et c'était surtout un moyen pour Jackson et son équipe de commencer à tester les possibilités des effets spéciaux numériques. Alors, grâce à ces premiers résultats encourageants, l'équipe peut développer son savoir-faire sur un deuxième film, Fantôme contre Fantôme. Un film complètement délirant avec des fantômes qui se mettent sur la gueule pendant plus de 500 plans truqués, et dans ces spectres, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, tu l'as deviné, c'est le Grim Reaper. Peter Jackson veut créer un personnage proche de la faucheuse elle-même, et donc sa première idée est de partir avec une marionnette, mais le résultat est clairement ridicule. Donc, il tente le pari fou de faire ce perso entièrement en images numériques. Et c'est super loin d'être gagné d'avance, parce qu'on a une époque où les ordinateurs ressemblent à ça. Et vu que Jackson ne veut pas faire d'appel à des externes, le studio développe lui-même ses outils. Et on va le voir, ça aura son importance pour Gollum. Et grâce à leurs outils et méthodes nouvelles, ils vont réaliser des images ultra réussies pour l'époque. Et ça leur permet deux choses. Déjà, ils mettent au point la recette pour réaliser un personnage digital crédible au cinéma. Et deuxièmement, avec, ils décrochent le ticket gagnant pour effectuer les effets spéciaux de la saga la plus épique de tous les temps, le Seigneur des Anneaux. Et leur recette, ils vont devoir la pousser dans ses retranchements, avec un challenge bien plus difficile que le Reaper, Gollum. Le premier ingrédient de cette recette, je l'ai compris en me renseignant sur comment ils l'ont fait ce Reaper justement. En fait, la principale difficulté qu'a Weta pour faire un personnage en 3D, c'est que c'est moche. Ou plus exactement, ça bouge mal. Et tu te dis peut-être que faire bouger un humain ou un personnage, ça doit pas être très bien compliqué. Mais notre cerveau, il a évolué des millions d'années pour comprendre et interpréter ces mouvements, donc le moindre faux pas, le moindre décalage, même d'un putain de pixel, ça saute aux yeux du spectateur. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, Weta a une idée toute bête. Les gens dans la vie, ils bougent bien eux, non ? Et si on les copiait, sans rien inventer ? Alors, c'est ce qu'on appelle dans le métier des références. En fait, c'est exactement comme le dessin. C'est plus facile de décalquer que de dessiner de mémoire. Weta embauche alors un acteur pour jouer le Reaper, et il décalque leur 3D dessus. Alors soyons honnêtes, je présente ça ici comme si c'était une révolution, mais dans le métier, les références, c'est la base, et c'est connu depuis la peinture à l'huile. Mais là où Weta brille, c'est par son exécution. Ils vont copier leurs références à la perfection, à un niveau de précision qui n'a jamais été égalé auparavant. Du coup, pour jouer Gollum, Weta applique le même principe et prend un acteur, Andy Serkis. Mais contrairement au Grim Reaper, Gollum est un personnage majeur dans 12 heures de film, donc il apparaît beaucoup plus à l'image. Donc les gars de Weta ne veulent pas se taper le décalque à la main image par image. Et tu vas me dire, ça se comprend. Du coup, ils vont piquer une nouvelle technologie utilisée par un autre studio pour créer Jar Jar Binks. La motion capture. Et d'ailleurs, pour Jar Jar, la mock-up avait finalement totalement foiré. Mais ça, c'est notre histoire, dis-moi en commentaire si tu veux que je t'en fasse une vidéo. Bref, la motion capture, c'est un système qui te permet de transférer le mouvement d'un acteur sur un squelette en 3D. Alors le fonctionnement est relativement simple. Tu mets des boules qui reflètent seulement la lumière infrarouge sur ton acteur. Ensuite, tu mets au moins 3 caméras qui ne filment que dans les infrarouges dans ton studio. Et ça te donne ce genre d'image. Et enfin, tu peux ensuite, grâce à une simple triangulation, retrouver la position des points blancs dans l'espace 3D sur ton logiciel. Alors tu te dis certainement que ça doit pas être bien compliqué. Une fois que j'ai mon acteur qui bouge, j'ai qu'à cliquer sur un bouton
Et paf, on a notre Gollum, tout beau, tout propre, qui bouge comme notre personnage. Mais en fait, pas du tout. La motion capture ne crée pas un personnage, elle donne seulement des points dans l'espace, rien de plus. C'est à partir de ces points qu'on aura simplement le mouvement de ses membres. Mais à cette étape, Gollum il est même pas commencé, on ne fait que bouger un bonhomme bâton là. Donc c'est déjà compliqué et coûteux. Mais en plus ça ne fonctionne pas en extérieur parce que le soleil émet des infrarouges. Donc il faut faire ça en studio, dans un hangar fermé. Mais le problème, c'est que toutes les scènes de Gollum, elles doivent être filmées dehors. Donc comment ils font ? Eh bien ils tournent plusieurs fois la même scène. Une fois dehors avec Andy et les acteurs, puis une nouvelle fois, toutes les scènes seules dans un studio plusieurs mois après les prises originales. Donc un sacré bordel logistique. Et le pire, c'est que pour des plans comme celui-là, eh ben ça marche même pas. Donc Weta doit refaire des animations en décalque, image par image. Et pour couronner le tout, la capture de mouvement à l'époque ça fonctionne que pour le corps. Donc pour le visage, aussi, la partie la plus importante, tout a dû être fait image par image, ride par ride, pixel par pixel. Le problème, c'est que reproduire le mouvement d'un visage, même en copiant, eh ben c'est pas si simple. Pour qu'il soit crédible, il est fondamental que les mouvements soient physiologiquement corrects. Car comme pour le mouvement du corps, notre cerveau a évolué des centaines de millions d'années pour lire correctement les visages. Et donc, la moindre erreur est fatale. Du coup, Weta a basé leur visage numérique de Gollum sur des bases biologiques correctes. Ça veut dire qu'ils ont appris l'organisation musculaire d'un visage, pour être sûr de ne pas animer des mouvements impossibles. Encore une fois, tu l'as compris, on n'invente rien, on copie. Un travail titanesque, mais qui donne ce résultat. Nobody likes you. Not listening. Not listening. You're a liar. And a thief. No. Alors ici, le travail peut te paraître impressionnant, mais il y a des chances que tu ne comprennes pas vraiment comment ils ont fait pour remplacer Andy par Gollum. Donc, démonstration. D'abord, tu filmes ton plan avec seulement les décors, sans les acteurs. Ensuite, tu filmes le même plan avec les acteurs et Andy Serkis. Après, t'enlèves Andy en utilisant des morceaux du plan sans les acteurs que t'as filmé en premier. Ensuite, t'ajoutes Gollum par-dessus tout ça. Et enfin, t'enlèves les parties de Gollum qui dépassent derrière les autres acteurs ou les autres objets de la séquence. Et t'as enfin un Gollum, tout beau, tout propre. Bon, ce premier élément qu'on vient de voir, il est majeur, mais il ne suffit pas pour qu'on oublie que Gollum soit un personnage numérique. Parce qu'à cette époque, les effets spéciaux font face à un problème qui ne sera réglé que 10 ans plus tard, le rendu de la peau réaliste. Le truc en particulier difficile à faire, c'est ça, le Subsurface Scattering, ou SSS pour les intimes. Alors les algorithmes pour le reproduire existent et ils fonctionnent, mais ils sont inimaginablement trop longs à calculer pour espérer les rendre pour des effets spéciaux en 3D. On parle là de centaines voire milliers d'heures pour une seule image. Donc pour pallier à ça, Weta va avoir une idée très ingénieuse. Regarde cette scène. Et maintenant, celle-ci. Le T-Rex de Jurassic Park, qui lui aussi d'ailleurs est très réussi malgré le fait qu'il ne soit pas humanoïde. Tu vois ce qu'elles ont en commun ? Leur mise en scène. En fait, l'astuce est simple. Si tu as un élément dans ton cadre qui n'est pas réaliste ou raté, la solution est, tu le mets dans un environnement sombre, tu l'éclaires de l'arrière, et tu lui fais des ombres ultra rigides pour qu'on comprenne bien son volume. C'est exactement ce que Steven Spielberg et Peter Jackson font avec ces plans. Allez, pour la comparaison, je te remonte le roi Scorpion. Tu vois, il est en pleine lumière, l'éclairage est ultra diffus, on est de jour, même si t'as compris que ça se passe à l'intérieur, et les ombres sont moins opaques et moins dessinées. On comprend donc moins bien les volumes et on voit davantage les défauts. Donc en plus de copier l'existant, Weta met en scène Gollum de manière ultra réfléchie, et ils font bien attention à cacher ce qui est moche. Tout comme ils le faisaient d'ailleurs super bien, déjà avec le Grim Reaper. D'ailleurs, regarde la première fois qu'on voit Gollum dans le premier film. Là, on est carrément à contre-jour. On voit que ses yeux. Et ses ombres, elles sont tranchantes et dessinées. Mais attends, y a pas un truc qui te choque là ? Regarde ses yeux, ils sont marrons. Alors que dans les deux tours, ils sont bleus. Eh bien, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas encore le modèle définitif de Gollum lors de la sortie du Seigneur des Anneaux 1. Et ils ont changé la couleur des yeux après coup pour les faire matcher à ceux de Andy Serkis. Alors tu vas me dire, ah oui, mais non, et moi parce que je me souviens, Gollum on le voit plein de fois en journée, et il fonctionne très bien, hein. Et en fait t'as raison, Gollum on le voit par exemple ici en journée. Bon bah déjà, c'est pas non plus grand soleil, hein. On reste toujours très fade et ultra contrasté, notamment dans les noirs, et c'est pas pour rien, c'est pour forcer les ombres. Mais même là, Jackson fait super attention, il y a beaucoup moins de gros plans, et les shots sur Gollum sont beaucoup plus courts. Tiens, regarde la différence quand c'est de nuit. On pourrait même argumenter qu'il est plus réussi quand il est de nuit. Et tu remarqueras d'ailleurs un truc marrant dans les trois films. Plus Sam et Frodon se rapprochent du Mordor, plus l'image devient terne et sombre. Et, bizarrement, plus Gollum devient présent.
Bon, ces 2 premiers ingrédients, ils sont majeurs, mais il en reste un dernier. Et si tu le foires celui-là, bah t'es bon pour tout jeter à la poubelle. Il s'appelle la vallée de l'étrange, ou plutôt, ici, comment l'éviter. Alors, c'est un terme inventé par un robotiste qui a remarqué que plus un robot ressemblait à un humain, plus on l'apprécie. Mais seulement jusqu'à un certain point. Ensuite, il y a un sentiment un peu bizarre, tu vois, qui nous envahit, comme si c'était humain, mais pas tout à fait. Il y avait un truc qui cloche, tu vois, mais on sait pas trop quoi. Alors, pour bien comprendre, regarde cette image. Ok, simplement des yeux neutres. D'accord. Maintenant, celle-ci. Bon bah c'est un sourire, ok, toujours rien de problématique. Et pourtant... Et ouais, là ça fait flipper sévère. L'émotion transmise est différente pour les yeux et pour la bouche. Et donc pour notre cerveau, et bah il y a un truc qui cloche. Bim! Vallée de l'étrange. Alors évidemment, dans cet exemple, c'est tiré d'un film d'horreur, qui a d'ailleurs fait disparaître mon sommeil, il s'appelle Smile. Donc évidemment, tu t'en doutes, c'est voulu. Le problème, c'est quand ça arrive, et que c'est pas voulu. Aïe aïe aïe. Alors si tu connais pas, cette image est tirée d'un dessin animé qui s'appelle Polar Express. Donc pas un film d'horreur. Mais le plus marrant, c'est que la vallée de l'étrange, c'est un effet qui est très fort chez l'adulte, mais qui l'est beaucoup moins chez les enfants. Et donc quand Polar Express est sorti, les enfants ont adoré, mais les parents étaient un peu dérangés. Mais c'est pour ça, en partie, que Polar Express a quand même fait un succès commercial énorme. Enfin bref, alors comment Weta évite ce problème ? Eh bien c'est très simple, il se place ici. En fait, ils ont designé Gollum avec des proportions non humaines, à la limite du cartoon. Et c'est d'ailleurs le seul personnage avec ce type de proportions dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça permet à notre cerveau de ne pas le comparer instinctivement et directement à un humain. Et donc même si son animation ou son rendu sont imparfaits, le sentiment de vallée de l'étrange avec lui, eh ben il se manifeste pas. Alors, ça veut pas dire que c'est impossible de faire des personnages humains, hein. Il y a des très bons exemples comme Resident Evil ou Alita, qui arrivent quand même seulement 15 ans plus tard. Mais bon, en fait, plus tu cherches à ressembler à un humain, plus la moindre erreur est coûteuse. Et surtout si tu le mets avec des vrais acteurs autour de lui. Bref, c'est bon, t'as maintenant la recette secrète et magique pour créer un Gollum qui va te faire rire, crier et pleurer. Facile, non ? Mais alors, si Gollum a établi la recette parfaite pour rendre un personnage plus vrai que nature, tous les autres studios devraient y arriver, non ? Alors pourquoi 9 ans plus tard, avec le double du budget, Disney va essayer de faire la même chose et va se ramasser comme une véritable merde ? Alors on est en 2010, Avatar est sorti l'année dernière et a été une véritable claque visuelle. Et Disney souhaite avoir sa part du gâteau, en relançant une saga qui avait été pionnière dans les effets spéciaux 3D en 1980, Tron. Alors voilà le deal, ils doivent recréer un acteur entièrement en images de synthèse, Clou. Et le résultat est... caca, il faut le dire. Il y a une petite vibe PS2, si tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est simplement parce que les artistes de Digital Domain sont nuls à chier à côté de ceux de Weta ? Alors ça m'étonnerait, car les autres effets qu'ils ont fait dans le film, eh bien ils sont carrément ouf. Donc les mecs savent très bien faire leur taf. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient le problème avec Clou ? Allez, je suis sûr que tu peux deviner. Bah ouais, sans surprise, Clou ne respecte pas les 3 règles de la recette de Gollum. Le personnage est humain, donc la vallée de l'étrange, elle arrive très vite, et là on est en plein dedans. Ensuite, l'animation a été inventée, ou en tout cas mal copiée. Et je peux même te le prouver, car j'ai trouvé le making-of et on voit clairement la comparaison de l'acteur contre la 3D. Et tu vois que la bouche, les yeux et le reste ne font même pas les mêmes mouvements que l'acteur. Mais pour moi, le problème le plus important ici, c'est la mise en scène. Le personnage de Clou, il est mal cadré et il est mal éclairé. L'éclairage, il est ultra diffus et le personnage est tout le temps en pleine lumière, ses ombres sont ultra douces. Ça l'aplatit et ça fait ressortir à mort ses défauts. Et ce choix, il a pas été fait par les artistes 3D, mais par le réalisateur. Et en partant de là, pour avoir un résultat convaincant en 3D, c'est quasi mission impossible. Tiens, regarde cette scène au début du film. La mise en scène, elle est bien mieux gérée. Et du coup, il est ultra réussi. Et d'ailleurs, le réalisateur de Tron, il vient d'un background d'architecture. C'est donc pour ça que les environnements digitaux dans Tron, ils sont aussi réussis. Comme quoi, tu vois, tout s'explique. Allez, voyons un autre exemple. Cette fois-ci, on est carrément 16 ans plus tard, et c'est toujours par Disney. Et il faut croire qu'ils ont toujours pas appris de leurs erreurs, car encore une fois, l'éclairage est plat et diffus, et c'est une humaine, qu'on connaît en plus vachement bien. Donc la moindre erreur est fatale. Bon alors me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Layla est quand même bien plus réussie que Clou. Mais on n'y est pas encore. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que dans ce même film, ils ont un autre perso entièrement en 3D. C'est le général Tarkin. Et il est bien mieux réussi, non ? Pourquoi ? L'éclairage est unidirectionnel, le personnage est dans l'ombre. C'est fou, comme quoi ça se joue à pas grand chose. Mais attends, depuis Gollum, on n'a pas réussi à faire des personnages 3D réussis ? Et si, bien sûr que si, il y en a plein. Et ils ont tous appliqué la même recette magique de Gollum. Les navis d'Avatar, César dans la planète des singes,
Thanos d'Avengers, Alita, et j'en passe. Et tu veux savoir un truc marrant ? Eh ben tous ces exemples, ils ont été faits par un seul studio. Le studio qui a révolutionné la création des personnages numériques. Weta Digital. Bon, maintenant qu'on a compris la recette, on essaye ? On applique la recette de Weta pour créer notre propre personnage en 3D ? Ok. Alors je te présente Rick. Et c'est lui qu'on va animer ensemble. Alors on l'a dit, on n'invente pas, on copie. Donc la première étape, c'est de se filmer. Et ensuite, on copie-colle, image par image. Et enfin, on éclaire correctement notre scène. Alors pour être honnête, mon perso, il a des proportions vachement humaines, donc je pense que je tombe un peu dans la vallée de l'étrange. Mais bon, pas trop j'espère, tu me le diras en commentaire. Mais en tout cas, tu sais comment j'aurais pu régler ce problème, en éloignant son design d'un humain. Mais bon, malheureusement ça collait pas avec le scénario. Alors, si apprendre la 3D t'intéresse, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai créé une formation de 6 jours où je t'apprends à réaliser ta première image de A à Z. C'est gratuit, c'est sans bullshit et c'est ultra concret. Pour y participer, clique maintenant sur le lien dans la description et entre ton mail pour recevoir le premier cours. Et ensuite, c'est parti. Et mais attends, mais tu sais quoi ? Je viens de me rendre compte que je me suis carrément planté en fait. Il y a un personnage qui a pas du tout respecté la recette Gollum. Il est quasiment tout le temps filmé en plein jour, avec un éclairage diffus, et pourtant, c'est certainement le personnage numérique le plus réussi de l'histoire des effets spéciaux. Et il a été fait il y a 20 ans. Davy Jones.